Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici l'un des titres de ce lundi, premier jour de la dernière semaine de campagne électorale ici en France avant le premier tour des élections législatives anticipées. Le Rassemblement national présente et détaille son programme à la mi-journée. Emmanuel Macron dit faire confiance aux Français dans les colonnes de la presse quotidienne régionale. À gauche, on se dispute toujours pendant ce temps autour de l'incarnation. On y reviendra dans le détail dans le journal de 11h. Je le disais, on entre ce lundi dans la deuxième et dernière semaine de campagne officielle pour le premier tour des élections anticipées provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Jamais sous la Ve République, le temps de campagne n'aura été si court, un rythme effréné à propos duquel il nous a semblé important précisément de prendre le temps ce matin du décryptage. Cette campagne à 1000 à l'heure permet-elle vraiment un débat démocratique? A-t-on le temps de parler du fond, au-delà des personnalités, des opérations de communication? En somme, les Français qui vont voter dimanche prochain le feront-ils avec toutes les cartes en main? Questions autour desquelles on va débattre avec mes invités jusqu'à 10h45. Julie Dangeloff, reporter à France 24, Julien Pain, journaliste à France Info et Vincent Couronne du Média Les Surligneurs. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Et bonjour à tous les trois. Bonjour Julie Dangeloff. Bonjour. Vous êtes grand reporter ici à France 24 et vous suivez cette campagne, cette drôle de campagne pour nous. Bonjour Julien Pain. Bonjour. Vous êtes ici comme à la maison. Vous avez longtemps travaillé à France 24. Vous avez monté Les Observateurs et vous travaillez aujourd'hui à France Info où vous présentez entre autres choses Le Vrai du Faux. C'est tous les samedis. Bonjour Vincent Couronne. Bonjour. Directeur du média Les Surligneurs et docteur en droit. Vous suivez très attentivement ce qui se dit aussi depuis 15 jours. C'était il y a une semaine tout juste à Montreuil, en région parisienne. Premier meeting de campagne du nouveau Front populaire en présence des députés pourtant purgés de la France insoumise, écartés par le chef Jean-Luc Mélenchon, un genre de comble à gauche pour insoumission. Et Alexis Corbière, et c'est le premier exemple que je voudrais qu'on regarde et sur lequel on s'arrête pour cette discussion. Alexis Corbière, donc, qui est l'un des députés sanctionnés, tient ses propos à l'égard d'une autre députée de son parti. Images et sons signés de nos confrères de TF1. Monsieur Corbière, ce que cela nous coûte. Monsieur Corbière, je peux vous demander ce que vous allez dire à... Alexis Corbière qui dit, voilà, il fallait tendre l'oreille à propos de sa collègue qu'elle est un bulldozer, sauf que la vidéo a été relayée avec un autre sous-titre où on lui prêtait l'expression poissonnière en lieu et place de bulldozer, vidéo qui a été relayée par ses opposants à gauche comme à droite. Et voilà, le mal était fait. Qu'est-ce que cet exemple dit du moment qu'on est en train de vivre? Julie? Moi, j'y étais à Montreuil la semaine dernière et c'était le premier grand meeting du nouveau Front populaire. Et ce qu'ils voulaient mettre en avant, c'était la société civile, le fait que vraiment, au-delà des différents partis, donc le PC, le Parti communiste, les écologistes, le Parti socialiste et la France insoumise, eh bien, c'était toute la société civile de gauche qui s'organisait. Résultat des courses, en fait, on ne retient que cette phrase, alors qu'il y avait des économistes qui ont tenu des discours très intéressants, très engageants. Et au final, voilà, ce qui tourne sur les réseaux sociaux, c'est cette petite phrase et on n'est à nouveau pas sur le fond, ce qui est assez problématique. Et en fait, même nous, journalistes, on a du mal à recentrer sur le fond parce que c'est ces phrases-là qui font polémique et qui font le tour des médias sans cesse. Julien? Ouais, on est dans une campagne de coups bas dans tous les sens. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on voit pour salir un candidat, attaquer un candidat, on avait imaginé, moi je suis spécialiste de la désinformation, on avait imaginé qu'on utiliserait des technologies très compliquées, des deepfakes faits par des intelligences artificielles. Et on voit qu'en fait, le plus efficace, c'est très basique. On prend une vidéo dont le son est pas très bon. Et puis on change complètement ce qu'a dit Corbière et ça donne une insulte terrible. Après, je crois qu'ensuite Mathilde Panot s'est bien gardée de réagir pour dire pour blanchir quelque part Corbière. Donc on voit que c'est une campagne qui démarre de façon un peu sale, quoi, parce que ça va très très vite. Chacun essaie de faire une place très très rapidement. En plus, au nouveau Front populaire, on voit qu'il y a eu des problèmes d'investiture. Chacun se bat pour l'investiture. Corbière n'a pas été investi. Il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Mais il va quand même.
mais il y va quand même. Et il est présent sur scène ce jour-là. Voilà, et du coup, il y a plein de coups bas, et notamment, c'est vrai qu'au niveau du nouveau Front Populaire, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont pas très belles. Oui, sachant que la vidéo, a priori, a été relayée à l'origine par quelqu'un des Insoumis. Vincent Couronne, qu'est-ce que ce petit épisode-là, qui est un exemple parmi tant d'autres, vous a inspiré? Je suis ce que m'ont dit mes deux prédécesseurs, c'est-à-dire qu'on est dans une campagne qui est très courte, 21 jours à peine de campagne électorale, très difficile de monter des programmes, de former les candidats à ces différents programmes-là, donc en fait, on se rattrape sur beaucoup de questions de forme, des petites phrases, des petites vidéos. C'est aussi une campagne TikTok, avec le succès de Jordan Bardella sur TikTok, ces vidéos extrêmement courtes qui font qu'en réalité on parle assez peu de fond. Et je pense aussi que ce qui se passe là révèle ce qui se passe au sein de LFI et au sein de la gauche plus généralement, c'est-à-dire des divisions, même s'ils ont réussi à se regrouper et à conclure une union de manière très rapide, extrêmement rapide, mais probablement qu'Emmanuel Macron comptait sur la primauté des divisions sur l'Union pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Autre exemple qui était assez saisissant, ce week-end, un extrait diffusé sur X, ex-Twitter, qui a fait grand bruit, extrait d'une interview de l'acteur français Mathieu Kassovitz, acteur inoubliable de La Haine, film culte des années 90, ça nous rajeunit pas, sur les violences policières. Extrait dans lequel on entend l'acteur dire, je le cite, peut-être que le Front National, parce qu'il est resté sur le Front National, le Rassemblement National donc, a sa place en France, peut-être qu'ils vont faire le RN un meilleur boulot, peut-être que c'est une expérience à essayer. Pris tel que dans cet extrait, on pouvait voir évidemment et comprendre un soutien de cet acteur Rassemblement National, mais si on regarde l'interview en entier, on comprend là qu'il s'agit peut-être d'une maladresse, mais en tout cas d'une intervention assez cynique sur l'acteur qui, dans le reste de l'interview, on comprend bien qu'il ne soutient pas a priori le Rassemblement National. Couper des interviews, bien sûr, ça ne date pas de cette campagne, mais grande responsabilité quand même des médias, de la chaîne qui diffuse un tel extrait en pleine campagne, Julien. Oui, mais je pense que là, ça vient d'Internet. C'est-à-dire que sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont pris l'interview de Kassovitz, qui ont mis 20 secondes de cette interview. Moi, ça m'a toujours tout de suite paru un peu étrange, parce qu'on n'a pas avant, pas après, donc c'est très, très bizarre. Des gens se sont engouffrés dedans, et des gens qui, sur X, donc Twitter, ont beaucoup de gens qui les suivent, notamment des journalistes. Donc du coup, tout le monde a reposté cette vidéo, et ça part du fait que Mathieu Kassovitz, c'est quelqu'un qui a fait des sorties assez douteuses. Je veux dire, quand on travaille sur les questions de complotisme, etc., c'est quelqu'un qui a dit des choses qui étaient à la limite du complotisme. Donc forcément, on a tendance à se dire, c'est pas étonnant qu'il dise ce genre de choses. En l'occurrence, moi j'ai écouté la vidéo complète, effectivement, il a une sorte d'ironie qui, à mon avis, passe assez mal. Et je pense que c'est pas le moment de faire de ce genre d'ironie, ça c'est mon avis personnel. Mais on peut pas l'accuser d'être pro-RN, parce que quand on écoute la vidéo au complet, il est clairement en train de dire non, c'est une catastrophe ce qui est en train d'arriver. Oui, c'est une catastrophe ce qui est en train d'arriver. Alors peut-être qu'il faut que la France vive ça, parce que finalement, il faut peut-être qu'on passe par là, mais enfin, franchement, il est déçu que le RN arrive. Ouais. Il me semble qu'il dit clairement, de toute façon, qu'il faut faire barrage au Rassemblement National et que, de toute façon, lui, il va voter à gauche. Et si on se souvient de ses sorties en 2022, lorsqu'on avait Marine Le Pen au second tour de l'élection, il appelait à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage au Rassemblement National. Donc c'est vraiment un extrait... une façon de s'exprimer de Mathieu Kassovitz qui est probablement très maladroite, parce qu'en effet, on est dans un moment où il suffit de prendre une phrase, un point in et un point out, comme on dit dans le langage journalistique. Après, c'est balancé sur les réseaux sociaux et les gens n'entendent que ce qu'ils veulent entendre, en fait. Il y a eu un autre exemple la semaine dernière qui a été beaucoup repris, c'est l'intervention du capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, qui a eu ces mots en sortant de la réserve, qui est généralement celle des joueurs de foot, disant qu'il fallait battre les extrêmes. Chacun a pris cette citation comme ça l'arrangeait. La place des réseaux sociaux dans les campagnes, elles ne sont pas nouvelles d'aujourd'hui, mais est-ce que la compression de ce temps de campagne leur donne encore plus de pouvoir, Vincent Couronne ? Ça donne encore plus de pouvoir à ceux qui ont déjà beaucoup d'audience, en réalité. Parce que quand on a une campagne très courte comme celle-là, en fait, ceux qui ont une prime à l'audience sont ceux qui ont déjà une audience extrêmement bien établie et qui maîtrisent aussi les codes des réseaux sociaux, de la communication, etc. Bon, des joueurs de foot se sont exprimés, certains en tout cas se sont exprimés sur la question. Jusque-là, il ne semble pas qu'ils soient sortis de leur devoir de réserve, qui n'est pas un devoir de réserve complet, en fait, qui leur permet, qui leur laisse une liberté d'expression, mais la Fédération française de foot...
par la FFF. Est-ce qu'il y a un devoir de réserve pour les footballeurs? Depuis quand il y a un devoir de réserve? La FFF les a rappelés à l'ordre. En fait, voilà. Oui, mais enfin, ça c'est le président de la République, mais d'un point de vue juridique, légal, d'un point de vue etc., juridique, ils ont simplement l'interdiction d'appeler à voter pour un parti en particulier. Donc, ce qui n'a pas été fait a priori dans ce cas-là. En revanche, les salariés des fédérations nationales de sportives, eux, ont un devoir de réserve. Eux, ils ne peuvent absolument pas s'exprimer sur des opinions. Mais ce qui est intéressant, le parcours de cette citation de Kylian Mbappé au fil des jours est intéressant parce que dans un premier temps, les commentateurs se sont engouffrés dans cette brèche, si j'ose dire, disant bah oui, Kylian Mbappé appelle à voter contre le Rassemblement national. C'est pas tout à fait ce qu'il dit, sauf qu'il a aussi dit qu'il était d'accord avec un autre joueur de l'équipe de France dont le nom m'échappe, Marcus Thuram, voilà, qui lui s'était exprimé clairement en défaveur du Rassemblement national. Donc le mouvement, la circulation de cette intervention est assez intéressante, Julie. Et ce qui est intéressant, c'est que Kylian Mbappé avait dit il va y avoir une action globale des joueurs. Alors évidemment, on est en plein Euro de foot aujourd'hui, donc ils sont concentrés sur leur compétition. Mais on sent probablement un certain malaise après cette sortie. Il faut s'opposer aux extrêmes, etc. Et en effet, c'était pas clair. Certains l'ont pris. Il faut s'opposer au Rassemblement national. D'autres ont vu il faut s'opposer à l'extrême droite et à ce que certains appellent l'extrême gauche. Mais on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas eu cette fameuse lettre des joueurs de l'équipe de France de football, probablement qu'ils ne sont pas très très à l'aise sur la manière de communiquer. Donc, Et moi je pense qu'il faut bien voir, c'est qu'on est il y a l'accélération du temps médiatique qu'on connaît depuis un moment, mais là ça devient délirant parce que je pense qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont très bien compris qu'ils pouvaient manipuler les médias. Et comment ils font? Ils ont des comptes qui se présentent comme des comptes citoyens. Alors, il y a un tas vous regardez sur les réseaux, des comptes qui se présentent comme citoyens et pas engagés politiquement. Et donc, au premier abord, on se dit, bon, bah voilà, derrière, il y a des gens comme vous et moi. Et en fait, pas du tout. C'est des gens qui ont un objectif politique très clair. Et quand on suit précisément ce qu'ils racontent, on voit que c'est que de la manipulation. C'est-à-dire qu'ils vont se jeter sur les 10 secondes de vidéo qui les intéressent, les faire circuler avec une mention très claire pour aller attaquer un camp ou un autre, et ils font de la politique comme ça. Et le problème, je pense, des médias maintenant, et je pense que tous, il faut qu'on s'interroge là-dessus, c'est qu'ensuite, on a tendance à suivre ce trend. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on est tous là, les journalistes, à dire « Oh là là, il y a le buzz sur telle vidéo », et il faut aller très vite, parce que les réseaux sociaux vont très vite. Alors les gens, ils se disent « Il faut qu'on aille aussi vite que les réseaux sociaux ». Allez, parlons de ça. Et puis, on va pas faire la vérification. Il y a eu des histoires incroyables ces derniers temps avec, par exemple, si vous vous rappelez, cette liste de noms donnés à Cannes de violeurs présumés, d'agresseurs sexuels présumés. Bon, c'est pareil. Cette liste, elle sort sur les réseaux sociaux, elle ne veut rien dire. Elle sortait de nulle part. Elle sort de nulle part. Elle sort par des gens qu'on connaît, qui sont des diffamateurs connus, absolument pas des gens qui défendent les droits des femmes. Ça voulait absolument rien dire. Et là, à un moment, des journalistes disent bon bah ok, cette info sort, il faut qu'on en parle. Non. On n'est pas obligé d'en parler. C'est pas parce que ça fait le buzz sur Internet qu'on est obligé d'en parler. C'est le principe même du trolling, en fait. C'est vraiment la manière de troller, donc d'influencer d'une manière ou d'une autre des élections en se servant des réseaux sociaux. On l'a vu, par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup sur l'influence russe sur les élections européennes, etc. C'est exactement ce principe, c'est qu'on prend des comptes pseudo-neutres et on met de l'huile sur le feu. Ils mettent de l'huile sur le feu pour diviser et aller s'engouffrer dans la brèche qui est la manière dont ils veulent influencer d'un côté ou de l'autre une élection. Sauf que j'imagine que ceux qui nous regardent se posent la question, et du coup, que font les médias face à ça? Ils gobent sans vérifier ce qui monte et ce qui fait le buzz sur les réseaux. Julien, vous le dites souvent, vous êtes une petite équipe chez France Info pour faire du débunkage. On a, nous aussi, ici, bien sûr, une équipe de vérification, mais est-ce qu'on est battu d'avance? Est-ce que le temps ne va pas trop vite et n'est pas en notre défaveur? Vous aussi, vous travaillez bien sûr là-dessus. Bien sûr. Sur une campagne aussi courte, il y a des chances de penser quand même, des raisons de penser qu'on est probablement battu d'avance. On n'a pas le temps en fait, parce que la vérification, non seulement ça prend du temps, de vérifier des vidéos, de vérifier des faits, etc., de faire des analyses, beaucoup plus que de diffuser des fausses informations ou de faire de la manipulation. Et en plus de ça, il n'y a pas simplement le temps de fabriquer et de créer en fait nos publications, d'enquêtes, etc.
mais il y a aussi le temps qu'elle soit lue par nos lecteurs et qu'ensuite elle soit prise en compte par les lecteurs et que ça se transforme en fait en prise de conscience. Et ce, d'autant plus que les réseaux russes notamment qui diffusent ou en tout cas qui vont appuyer sur la désinformation, appuyer sur des campagnes de manipulation d'information, eux se moquent totalement de savoir si on fait, si on va dans leur sens ou si on va à l'encontre de ce qu'ils disent. Quand il y a des campagnes, par exemple, du type de celle des pochoirs, par exemple des étoiles de David, ou des cercueils à la Tour Eiffel, etc., certains vérificateurs des informations vont débunker ces éléments-là, vont faire des vérifications pour dire c'est faux, c'est pas, etc. C'est la manipulation. Mais même ce genre de mauvaise publicité, c'est quand même de la publicité. Et donc, du coup, quand on fait la vérification d'informations, c'est toujours compliqué de savoir, de dire, OK, il y a une fausse information, est-ce qu'on en parle pour la vérifier et dire c'est une fausse information, au risque en fait de la véhiculer, cette même fausse information, ou est-ce qu'on n'en parle pas en espérant que un minimum de personnes la verra. C'est extrêmement compliqué, et dans le travail qu'on fait tous les jours, c'est vraiment des arbitrages assez sensibles. Et puis ça fait des années qu'on le dit, mais quand on débunk en mauvais français une information, une infox, on sait, Julien, vous le savez mieux que moi, que ça convainc toujours a priori ceux qui étaient déjà plus ou moins, je voudrais pas dire que mon travail ne sert à rien, c'est pas ce que vous êtes en train de dire, évidemment. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Mais on le sait que malheureusement, le mal est fait. Et les choses étant ce qu'elles sont, le mal est déjà un peu fait. Ouais, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut... Bon, après, là, on va pas rentrer dans une vieille discussion sur l'intérêt du fact-checking. Non, mais on ne doute pas de l'intérêt du fact-checking. Ce que je veux dire, c'est que, non, mais je pense que c'est important de se poser la question, effectivement, de quel est notre rôle dans une société. Dans un monde où les réseaux sociaux vont de toute façon plus vite que nous. Et ce ne sont pas régulés. Parce qu'il faut voir ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a c'est très régulé, une télévision. Donc, on a des temps de parole pour chaque candidat qui sont très précis. Donc, on nous dit pourquoi vous mettez autant de RN ou de LFI. Mais c'est juste parce que nous, on a des temps de parole qui sont assignés et on n'a pas le choix, on doit le faire. Autre limitation qu'on a, on a une période de silence électoral. C'est-à-dire qu'on va arriver dans une période où on n'aura pas le droit de parler du tout de politique le week-end du scrutin. Sur Internet, il n'y a absolument pas ça. Donc imaginez qu'à ce moment-là, une fausse information ou un deepfake ou alors une information, une vidéo comme celle de Corbière par exemple, sorte à ce moment-là, moi, vérificateur, j'ai pas le droit d'en parler. Donc je vais être là, bouche cousue, pendant que tout le monde va le commenter et je vais me dire mais c'est pas possible, je m'arrache les cheveux. Donc on est vraiment dans une situation où je pense qu'on n'a pas les moyens de riposter vraiment à la désinformation à l'heure actuelle. Alors c'est peut-être un peu déprimant. Moi je dis souvent, j'ai un peu l'impression qu'on découpait avec une petite cuillère dans l'océan, mais on est vraiment en ce moment dans cette situation-là. Ouais. Julie, vous vouliez dire quelque chose ? Non, moi, évidemment, dans une campagne aussi courte, passer l'état un peu de sidération du 9 juin où Macron annonce ses dissolutions, très vite on se met au travail et sur le terrain, parce que moi, c'est là que je suis dans ces moments-là, c'est que je travaille vraiment, je fais un travail de terrain. Il y a beaucoup de réflexions de comment couvrir cette campagne éclair qui se joue énormément sur les réseaux sociaux, où les déplacements sont quand même assez limités, etc. Et moi, je continue à être persuadée qu'il faut prendre le temps, malgré le fait qu'on n'a pas vraiment le temps. Je continue à penser que si on n'a pas le temps de vérifier, eh bien, on ne donne pas l'information, parce que notre travail de journaliste, c'est de donner une information vérifiée, c'est de ne pas s'engouffrer dans la brèche du buzz à tout prix, et c'est de continuer ce travail de terrain, de fourmi, d'aller à la rencontre des gens, de vérifier les informations. Et donc, évidemment, on est battu par rapport à d'autres médias qui décident de ne pas prendre ce temps et qui décident de faire le buzz à tout prix et de faire le clic à tout prix. Mais je continue, et c'est pour ça que je suis très fière d'ailleurs de bosser pour France 24, de travailler pour France 24, c'est parce que nous, on prend ce temps-là. Et ça me semble primordial et important. Il y a un truc très important, je trouve, c'est, je sais pas vous, mais quand on regarde la façon dont s'est passée la campagne, on a passé notre temps à commenter des petites phrases. Ouais, je fais une digression parce que le fond est vous avez dingue. suivi notamment la toute première semaine qui n'était pas encore la semaine officielle du drama chez les Républicains. Si on quittait le fil de l'info plus de 30 secondes, on avait loupé encore 3 événements. Et dans tout ça, il faut à la fois couvrir l'événement qui est effectivement un fait politique majeur, qui est un patron de parti qui s'enferme dans son propre bâtiment. Bon, bref, c'était oui, mais on a suivi ça comme un feuilleton. À un moment, on n'est pas une télé de divertissement. Vous n'êtes pas une télé de divertissement. France Info n'est pas une télé de divertissement. Non, mais ça restait quelque chose à travers parce que donc moi j'étais devant le siège des Républicains et c'est vrai que c'était un peu fou ce qui se passait, c'est-à-dire que le parti des Républicains implosait alors que c'était un grand parti de gouvernement. On a assisté à l'implosion du parti.
Et à travers ça, en effet, il y avait ces événements presque ubuesques, un peu presque anecdotiques par rapport au sens politique que ça avait. Mais c'était quand même dingue de voir ce patron de parti qui est en train de s'enfermer seul, une dirigeante du parti qui arrivait avec la clé pour l'ouvrir. Ça disait quand même quelque chose du fait politique. Alors évidemment, on l'a suivi de manière un peu feuilletonnée, mais parce qu'on était tous en train de se dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Qu'est-ce qui va se passer la demi-heure d'après ? Après, sur cet événement-là, il me semble que ce qui disait beaucoup en fait de ce qui se passait, de l'implosion, et même peut-être une forme de précipitation ou d'amateurisme, je ne sais pas, des membres de la direction de l'air à ce moment-là, ça a été la double convocation d'un bureau pour destituer, exclure Éric Ciotti, toutes les deux annulées en référé par le juge, parce qu'en fait, elles n'ont pas été convoquées par les suspendues, parce qu'elles n'ont pas été convoquées par la bonne personne. Et ça, il n'y a qu'à lire les statuts, et en 5 minutes, on comprend en fait comment ça marche. Sauf qu'il le savait, parce que, par exemple, j'ai discuté en off avec pas mal de cadres des LR, ils savaient très bien que ça allait être suspendu, mais ils voulaient gagner du temps, et ils voulaient, à travers cet événement de convocation de la justice, montrer leur désaccord et accentuer le fait qu'Éric Ciotti... Est-ce que 10 jours plus tard, quelqu'un parle du fond de la campagne des Républicains parfaitement inaudible, écrasé par ce qui s'est passé il y a 10 jours. Attention, c'est le moment citation. Georges Clemenceau disait « On ne ment jamais tant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Les coups médiatiques, les arrangements avec la réalité, les exagérations, les intox, les mensonges, les outrances d'un camp à l'égard d'un autre, c'est malheureux, j'allais dire, mais c'est propre à une campagne électorale. Mais est-ce que là, on n'a pas atteint un summum en la matière ? Je voudrais qu'on regarde un tract de campagne d'un des candidats RN, Julien Audoul, qui est porte-parole du Rassemblement national. On va voir le tract, et l'une des phrases dans ce tract, il met en exergue ce que propose, selon le Rassemblement national, le nouveau Front populaire. Et à gauche, donc en rouge, est écrit, je cite, que le nouveau Front populaire propose la censure de tous les journalistes. J'ai pris un des exemples. La censure de tous les journalistes qui ne sont pas de gauche, et la fermeture de CNews, qui est une chaîne ici en France, une chaîne d'info en continu marquée à la droite de la droite. Diffuser un tract comme ça, d'aucuns diraient, bon, est-ce que c'est pas de bonne guerre, mais est-ce que c'est pas aussi quand même insulter les Français, est-ce qu'ils savent de la politique, insulter aussi leur compétence à raisonner, à rester dans quelque chose qui est réel, quoi. Déjà, c'est pas illégal. Ils sont libres. On peut raconter n'importe quoi. On a le droit de raconter n'importe quoi. Voilà, tant qu'on ne diffame pas, on peut raconter n'importe quoi. Et a fortiori sur un tract électoral où la liberté d'expression est encore plus large qu'ailleurs, puisque là se joue la question de l'avenir politique et de savoir qui on va choisir comme dirigeant. Mais en réalité, il joue, comme on le dit depuis le début, sur la durée extrêmement courte de cette campagne, qui ne permet pas aux opposants de réagir, aux journalistes de faire un travail de fond, etc., pour vérifier dans les programmes du nouveau Front populaire, est-ce que ce genre de choses existe ou pas ? Est-ce que ça y est ? C'est comme quand Emmanuel Macron, par exemple, attaque le nouveau Front populaire en disant que c'est un parti immigrationniste. Bon, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Il faut aller regarder que propose le nouveau Front populaire en matière d'immigration, en matière d'asile, etc. En fait, clairement, même si beaucoup de journalistes font les vérifications, travaillent sur ces sujets-là, ces papiers, ces publications n'ont pas le temps de toucher suffisamment l'électorat pour pouvoir rétablir la vérité des faits. Et donc, on est dans une campagne tellement courte que c'est l'outrance qui l'emporte, et que la vérification, ou en tout cas la réalité des faits, elle passe au second plan. Et l'outrance, c'est vraiment la première forme de mensonge. Il faut bien voir ça. C'est qu'en politique, finalement, maintenant, les gens qui disent des choses complètement fausses, il n'y en a pas tant que ça. Ils savent que de toute façon, ils vont se faire rattraper par la patrouille, soit sur les réseaux sociaux, soit par nous, les vérificateurs. Mais c'est l'exagération qui est le problème principal de la politique. Alors, c'est pas nouveau. Mais je veux dire, là, on est dans une outrance permanente. Ce tract, il était clair. C'est-à-dire qu'en fait, dire en gros que tous les journalistes sont de gauche et que donc il faudrait... parce que ce qu'ils veulent maintenant privatiser les services publics parce qu'ils s'estiment qu'on n'est pas favorable au RN. C'est juste une outrance, c'est une opinion, mais c'est difficile à vérifier parce que c'est vraiment une opinion qui est basée sur pas grand-chose. Ils n'ont pas une enquête d'opinion qui va montrer que tous les journalistes sont de gauche. Donc c'est compliqué pour nous. Oui, et puis c'est assez étonnant parce que par exemple la semaine dernière, j'étais à la présentation du programme de Ensemble pour la République, donc le nouveau nom de la majorité présidentielle. Et c'était Gabriel Attal, donc le Premier
Premier ministre qui présentait ce programme et qui n'a eu de cesse, par exemple, de dire si vous votez pour le nouveau Front populaire, qu'il n'appelle d'ailleurs pas le nouveau Front populaire, il l'appelle la NUPES, en référence à l'accord de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Et il insistait, Jean-Luc Mélenchon. Il sait que c'est une personnalité clivante. On voit très bien que dans le nouveau Front populaire aujourd'hui, à part Jean-Luc Mélenchon et quelques acolytes, personne ne le voit comme Premier ministre. Personne n'a donné un accord sur le fait de Premier ministre. À part lui, ouais. Mais lui, il voit toujours quand même. Oui, à part lui, c'est ce que je dis. À part lui et quelques proches comme Clémence Guettet. Ce qui a valu un échange assez fleuri avec l'ancien président. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il insiste là-dessus. Pourquoi ? Pour cliver, pour se présenter comme le seul front républicain raisonnable. Et donc voilà, c'est... Mais je repose ma question. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ce n'est pas préjugé que les Français qui les écoutent, qui vont aller voter dimanche prochain, écoutent bouche bée et avalent absolument tout ce qu'on leur raconte ? Ça va pas forcément fonctionner, ça on verra. De toute façon, on verra à l'issue des élections. Ça marche pas mal quand même, non ? Pour le moment, ça marche pas mal, mais on sort quand même de plusieurs mois de campagne pour les européennes où les partis ont déjà fait campagne sur certains thèmes, où on a pu identifier voilà, ce que veut faire la gauche, ce que veut faire le RN, ce que veut faire la majorité présidentielle, etc. Et donc, il y a peut-être déjà un fond programmatique déjà présent dans l'esprit des Français, des électeurs. Après, est-ce que ce front programmatique a vraiment été visible pendant la campagne des européennes, qui est une campagne qui est souvent assez peu visible et puis, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Difficile à dire. Pour prendre un exemple concret, chez les surligneurs, vous vous êtes intéressé à la question du port du voile, de l'interdiction du port du voile, qui a été longtemps l'une des mesures phares du Rassemblement national, qui recule maintenant en disant oui, on en parlera à l'horizon 2027. Vous le dites très clairement, cette mesure est inconstitutionnelle. Elle est totalement inconstitutionnelle. Mais elle continue à être brandie comme un étendard. Tout à fait. Il y a une bonne partie du programme du Rassemblement national qui est inconstitutionnel. Et donc, du coup, qui va se heurter à la censure du Conseil constitutionnel. Et donc, on voit très bien ce qu'essaye de faire le Rassemblement national. D'un côté, il tempère, etc. Il essaye de gagner du temps en essayant de se rendre de se rendre fréquentable pour pouvoir gouverner. Et en même temps, de préparer aussi les opinions à une confrontation entre ce que veut le peuple qui a voté pour le RN, si c'est ce qui se passe, et ce que l'empêche de faire le Conseil constitutionnel, en organisant une confrontation entre le juge et le peuple. Un peuple plus légitime, etc., parce qu'il a élu son gouvernement, et un juge qui n'est pas élu, et qui forcément va empêcher, va gêner le programme du Rassemblement national. Tout ça avec l'objectif, peut-être derrière, d'affaiblir le pouvoir du juge, de la justice et de son indépendance, notamment. Mais c'est pour ça que dire des choses fausses pour le Rassemblement national, c'est pas un vrai problème. C'est comme Trump. Nous, on n'arrêtait pas de dire, mais comment on peut... Trump dit quelque chose de clairement faux, il se fait vérifier 2 jours après, on se dit, il passe pour un âne, c'est fini, sa crédibilité elle est terrible. Il a fait ça 250 fois, et il était toujours plus populaire après. Parce qu'en fait, nous, on part du principe que dire quelque chose de faux, c'est une honte pour un politicien. Mais on est dans une autre ère, où finalement, l'important, c'est aussi de divertir et d'afficher des positions extrêmement claires. Et si ces positions, elles vont contre les journalistes qui vous disent « non, c'est faux », finalement, ce que retiennent les gens, c'est lui au moins, il va contre les élites, il va contre ces journalistes qui donnent des leçons à tout le monde. Finalement, qu'il ait dit quelque chose de faux, c'est moins important. C'est là où on en est. C'est exactement le schéma qu'on a vu en Pologne et en Hongrie. On marque une courte pause, on va se retrouver dans 2 minutes et on ira justement au Rassemblement national qui va présenter d'ici une demi-heure son programme. C'est Jordan Bardella qui va présenter le programme du RN. On se retrouve dans 3 minutes, là tout de suite. Il est 10h30 ici à Paris. Parlons-en, aujourd'hui consacré à cette décidément très drôle de campagne qu'on est en train de vivre pour ces élections législatives anticipées. On est ensemble jusqu'à 10h45 avec vous, Julie Dungeloff. Bonjour Julie. Bonjour. Grand reporter ici à France 24, vous suivez la campagne pour nous. À vos côtés, Julien Pin. Bonjour Julien. Journaliste à France Info, vous animez entre autres Le Vrai du Faux tous les samedis. Et Vincent Couronne en face de vous. Bonjour et merci encore d'être là. Bonjour. Directeur du média Les Surligneurs et docteur en droit. Avant de reprendre le fil de notre conversation, on va faire un petit détour par le salon Hoche. C'est dans le centre de Paris. On va retrouver Clovis Casali. Bonjour Clovis. Vous suivez l'événement politique de la matinée de cette campagne. C'est la présentation du programme du Rassemblement national par Jordan Bardella. Une présentation pour le moins attendue, Clovis.
Oui, un discours pour répondre aux nombreuses interrogations sur le programme, pour expliciter son projet pour la France. Jordan Bardella qui se dit le candidat de la vérité, de la raison, face à, je cite, l'incompétence des autres. Beaucoup d'interrogations car il semblerait que Jordan Bardella a reculé sur de nombreux points. Prenez le pouvoir d'achat. Tout d'abord, il n'y a plus le blocage des produits de première nécessité au niveau alimentaire, seulement une baisse de la TVA sur l'énergie, chiffrée quand même à 17 milliards d'euros par Bercy. Et puis à la réforme des retraites. Et là, Jordan Bardella du Rassemblement national n'a pas été très clair. Pas de retrait du projet de loi des retraites d'Emmanuel Macron, mais plutôt quelques points qui pourraient changer, notamment pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Et puis, il y a bien sûr la question de la préférence nationale qui a toujours été au cœur du projet de l'extrême droite. Et là, c'est compliqué pour le RN qui ne pourrait pas l'appliquer car c'est tout simplement anticonstitutionnel. Jordan Bardella justifie comment tous ces reculs. Eh bien, il dit que c'est très difficile d'un point de vue économique. La France est au bord de la faillite et donc il souhaite mener un audit dès qu'il arrive au pouvoir, s'il arrive au pouvoir, pour ensuite décider un peu de sa marge de manœuvre et voir ce qu'il peut effectuer comme politique. Un programme annoncé, Clovis, alors que le RN est toujours en tête des intentions de vote et potentiellement aux portes du pouvoir ici en France. Jordan Bardella qui dit qu'il est le seul rempart face à un bloc d'extrême gauche mené par Jean-Luc Mélenchon qui précipiterait la France à sa perte. Et oui, vous l'avez dit, le Rassemblement national, l'extrême droite plus généralement, qui caracole en tête des sondages. Mais c'est très difficile de prédire exactement quel résultat, bien sûr, lors de ces élections législatives anticipées, car il y a la question du deuxième tour, des triangulaires possibles, des reports des voix de la gauche ou de la droite vers tel ou tel candidat. Donc très difficile de savoir combien de députés le Rassemblement national pourrait avoir. Le Jordan Bardella qui dit qu'il veut absolument une majorité absolue pour pouvoir passer ces lois au Parlement. Sinon, ça ne sert à rien. Je ne veux pas être Premier ministre. C'est ce qu'a déclaré Jordan Bardella ces derniers jours. Est-ce que c'est une tactique politicienne? Qui sait? En tout cas, je peux vous dire que le Rassemblement national inquiète au-delà des frontières françaises. Olaf Scholz, par exemple, le chancelier allemand, s'est dit très préoccupé par une victoire de l'extrême droite ici en France et plus généralement, ce sont les partenaires européens qui sont inquiets. Clovis Casali devant le salon Hoche. Merci beaucoup Clovis. Il ne s'agit pas ici de parler que du Rassemblement national, mais d'un mot, Julien, vous avez consacré à Jordan Bardella une partie de votre dernière émission dans laquelle vous racontez à quel point il est bon sur les réseaux sociaux. Vous dites que il est très bon parce qu'il est presque devenu un influenceur. Il a les mêmes codes en fait que les influenceurs. Ouais, alors les codes des influenceurs, finalement c'est quoi? C'est de parler très peu de fond. On parle très peu de fond et lui il parle très peu de politique en fait sur son. Il a très bien compris que il vend une image, il vend son image. Alors en plus il a fait beaucoup de muscu, il est plutôt beau gosse et ça marche très bien. Et donc on disait que c'est plus de selfies que de fond au final. Et il cherche même plus finalement à avoir un discours politique. Il crée une marque. Comme un influenceur crée une marque pour aller vendre des produits de beauté, etc., comme ils le font tous, il a repris exactement la même chose. Et la seule chose qu'on peut retrouver qui est vaguement politique, c'est vraiment des punchlines. Donc il va, par exemple, avoir coupé un discours, une intervention à la télé, où il va faire une punchline très efficace contre un autre député. Mais il n'y a pas plus que ça. Le reste, c'est de la vente d'une marque, exemple, la marque Jordan Bardella. Vous racontez que cette vidéo a eu un succès énorme, où il explique qu'il mange des bonbons avant les débats pour être très en forme. C'est tout ce qu'il dit dans la vidéo. Et c'est que ça. Il dit voilà, moi je prends des bonbons avant de rentrer sur scène et ça me maintient en forme, comme un influenceur le ferait vraiment. Et c'est marrant parce qu'en fait on voit en suivant la campagne à la fois sur le terrain et sur les réseaux qu'il y a de plus en plus de députés, même du nouveau Front populaire, qui essayent justement d'emprunter ces codes d'influenceurs, qu'on va manger un sandwich, puis une glace, puis machin. Enfin, Gabriel Attal aussi est très bon sur ce réseau. Et Jean-Luc Mélenchon aussi, mais ça fait un bout de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup il y a des gens qui le suivent. Et on l'a vérifié, nous on a parlé avec des gens, ils savent même pas vraiment quelles sont ses idées. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se disent, oh j'adore, Jordan Bardella, il est trop cool, il va se prendre un verre de rosé comme moi, il va se prendre un petit bonbon avant de passer en plateau. Mais finalement, ses idées, ils ne les connaissent pas vraiment. Ils notamment chez les jeunes. Ils votent pour une marque, comme ce serait Adidas, c'est Jordan Bardella. Vincent Couronne, la marque.
Ah oui, moi c'est flagrant, mais après c'est une évolution de la politique, et pas qu'en France, de manière générale, qui est due à l'accélération de l'actualité, la multiplication des faits, la complexification du monde, enfin bref, il y a plein de théoriciens et de chercheurs très brillants qui ont déjà parlé de tout ça. La politique devient une affaire de communication et de marketing, plus qu'une affaire d'idées et de positionnement politique. Et s'ajoute à cet hyper présent que l'on sent depuis 15 jours, et c'est ce que disait une chercheuse ce week-end dans Le Monde, en plus de cet hyper présent, un passé instrumentalisé. C'est vrai que depuis le début de la campagne, on n'en finit plus de ressortir du placard des figures historiques, au premier rang desquelles Léon Blum, auquel on a fait dire depuis 15 jours absolument tout et n'importe quoi, mais alors dans l'intégralité du spectre politique, puisque le nouveau Front Populaire se veut un peu de cet héritage de Léon Blum. Là encore, ça insulte quand même les connaissances historiques des Français. On a dit notamment le NFP, je vais y arriver, qu'ils avaient plus d'expérience que Léon Blum au moment de son accession au pouvoir, ce qui n'était pas vrai. On a dit d'un côté qu'il était antisioniste, de l'autre qu'il était sioniste. Enfin, Julien, on a fait dire absolument tout. Oui, mais c'est comme la figure de Gaulle. Blum, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un en France maintenant qui se réclame pas de Gaulle pour tout et n'importe quoi? Donc en fait, Blum, ça fait partie des grandes figures de la gauche. Bah ça marche. Comme on l'a dit, en fait, quand on reste sur la superficialité, c'est-à-dire qu'on s'intéresse juste au nom de Blum, Blum, c'est une sorte de marque de gauche, de quelqu'un d'honnête qui a apporté les congés payés, qui a apporté des choses très concrètes aux Français. Pour une certaine génération, parce que pour les jeunes, ça leur parle pas du tout. Non, mais les gens qui votent aussi il n'y a pas que des jeunes qui votent. Et je pense que ça parle même, ça me parle à moi, par exemple, et je pense que ça parle à beaucoup de gens. Alors oui, c'est pas TikTok de Bardella, mais alors après, est-ce que c'est une insulte? Je pense que la récupération des grandes icônes françaises, ça a toujours été le cas. Simplement, c'est à nous de faire ce travail, d'expliquer, non, Blum, il pensait ça, il a fait ça, et faire passer Blum pour une sorte de néophyte de la politique, comme je l'ai entendu, et qui était inexpérimenté quand il arrive au pouvoir. Bon, ça, c'est délirant, évidemment. On l'a dit, cette campagne va à 1000 à l'heure et que ça empêche d'une certaine façon une réflexion programmatique de fond. Est-ce qu'on peut y voir, Vincent Couronne, un genre de déni de démocratie ? Oula, vaste question. On est à un moment de notre vie démocratique où les outils classiques de la démocratie, notamment tout ce qui est la démocratie représentative, donc l'élection, sont en crise. Parce que les taux de participation baissent et on essaye d'inventer, de mettre en place à côté des éléments de démocratie participative, plus directe, etc., sans que ça fonctionne forcément très bien. On est aujourd'hui, à mon sens, dans une situation où il y a, par exemple, quelqu'un comme Pierre Rosanvolant l'a très bien décrit, une période où il faut réinventer la façon qu'on a d'exercer la démocratie. Et dans ces périodes comme ça, un petit peu de trouble, de doute, il y a forcément des idées, des bonnes idées qui sortent et des mauvaises idées qui sortent aussi. Une des mauvaises idées, c'est notamment porter atteinte à l'indépendance de la justice, comme le Rassemblement national a l'air de vouloir faire, en disant toujours que la justice n'est pas un pouvoir, ça n'est qu'une autorité, etc. Et il y a c'est pas évident, mais je pense qu'il faut vraiment garder son sang-froid dans ce genre de période, faire un bon travail de journalisme qui prend du temps, qui est posé, qui est sérieux, et que chacun prenne ses responsabilités, parce qu'il suffit d'un moment d'inattention pour qu'on bascule en dehors de la démocratie. Plus on va vite, plus on sent ces responsables politiques acculés à livrer comme ça des espèces de promesses intenables. Mais ça insulte l'avenir et ça ne fait que alimenter le serpent de mer. Plus on donne des promesses intenables, moins on les tiendra. Plus la défiance à l'égard de la classe politique sera grande et finalement on s'en sortira jamais. Moi, ce que je ressens beaucoup en étant sur le terrain, mais pas là maintenant, juste ces 10 derniers jours, ça fait plusieurs années maintenant que je couvre la politique et que je vais faire des reportages un peu partout en France, c'est que on est sorti un peu de... Nous, on est dans un discours aujourd'hui, dans une discussion qui parle de rationalité, alors que ce que je ressens depuis des années, c'est que les gens, ils sont dans l'émotion. On voit que les scores du Front National et du Rassemblement National ne cessent d'augmenter d'élection en élection, parce qu'il y a aussi un rejet de la classe politique telle qu'on la connaît maintenant depuis des dizaines d'années, et que les gens ne sont pas forcément dans le programmatique de l'élection, donc ils n'écoutent même pas forcément les propositions que font les différents partis politiques, mais ils sont dans un constat propre. Ils se disent je vis mal, les services publics ferment, j'ai plus la poste, j'ai plus le médecin, sentiment de déclassement,
je n'y arrive pas là où mes parents y arrivaient. Je pense notamment à beaucoup d'agriculteurs que j'ai pu interviewer ou alors des ouvriers en usine. Donc, ils ne regardent même pas le programme. Ils se disent, le Rassemblement national, ils parlent comme nous, ils viennent à nous. Je me moque de savoir ce qu'ils proposent. J'ai envie d'essayer. Puis le cœur du problème en ce moment, c'est quand même l'économie. On sort tous d'une période Covid où il y a eu une baisse de pouvoir d'achat pour tout le monde énorme. Il y a des Français qui tirent la langue. Et on va voter effectivement pour un parti, en tout cas, c'est eux qui sont en tête dans les sondages, qui a très peu de programme économique. Nous, on l'a cherché, le programme économique. Ils promettent de le détailler, là, d'ici 20 minutes. Oui, mais on voulait le fact-checker, le vérifier, ce programme économique. On l'a cherché, on l'a pas trouvé. Et ils avaient tout un tas de mesures sur lesquelles maintenant ils sont en train de revenir. Donc c'est assez fascinant de se dire que une grande partie des Français les plus pauvres, effectivement, se sont tournés vers le Rassemblement national pour un parti qui finalement n'a pas de programme économique clair, justement en faveur des plus défavorisés. Et même quand on regarde les votes de ce parti à l'Assemblée ou au niveau européen, les principales mesures, en gros, qui étaient des mesures de pouvoir d'achat, en général, ils ont voté plutôt contre. Parce qu'ils sont dans plein d'atermoiements internes et de discussions sur leur programme économique, ils n'ont pas vraiment de ligne. Julien, vous l'évoquiez tout à l'heure et vous avez travaillé dessus pour France Info, dans la façon dont à la fois le débat a lieu dans la société et dans la façon dont il est accueilli. Est-ce que vous sentez qu'il y a une trumpisation de la discussion ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français n'arrivent plus à s'entendre entre deux camps adverses sur le fait que 2 + 2 égale 4. On n'est pas d'accord sur la donnée de base et à partir de là, c'est impossible de discuter. Oui, moi j'ai fait un reportage il n'y a pas très longtemps chez les Trumpistes et je retrouve des similitudes qui sont flagrantes. Alors, Trump a une personnalité particulière. Je ne pense pas qu'on ait ce genre d'homme politique en France. C'est pas tant Trump que ses soutiens. Mais voilà, donc lui, il a vraiment cette espèce de charisme très particulier qui peut raconter n'importe quoi. C'est un entertainer, c'est quelqu'un qui va faire un peu, qui va galvaniser les foules. Finalement, peu importe ce qu'il dit, il aura toujours cette façon d'insister sur des choses qui plaisent aux gens. Et c'est devenu une sorte de réceptacle à toutes les idées. C'est-à-dire qu'en fait, Trump, personne ne sait ce qu'il pense vraiment, et chacun projette sur lui ce que lui veut. Et il est très bien comme ça. Il attend et en fait, il laisse les gens projeter. Mais dans la façon dont les gens se parlent ou ne se parlent pas, justement. Et après, c'est sûr qu'en France, qu'on retrouve cette espèce de pays complètement coupé en deux. Ça nous fait presque rire, nous les Français, de voir cette Amérique avec de New York d'un côté et puis Miami de l'autre. On a dit ça des Brésiliens, on a dit ça des Brésiliens. Voilà, et on se disait, mais c'est quoi ces pays où il n'y a plus de vivre ensemble, il n'y a plus rien, ils sont tous les uns contre les autres, ils se parlent plus, ils se comprennent plus. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir en France ? Un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de débat. Et il y a beaucoup de haine, je trouve. Il suffit d'être un peu sur les réseaux sociaux pour se rendre compte à quel point la discussion, alors je parle même pas des programmes, mais un peu apaisée, elle n'existe plus. Sur le terrain aussi. On est dans l'agression. Je veux dire, là où il y a quelques années, le fait que la parole se libère à ce point sur les réseaux sociaux n'avait pas tant d'ancrage sur le terrain, mais aujourd'hui, il suffit de se déplacer, de suivre certains candidats pour voir que l'outrance et l'insulte existent aussi. Les gens n'ont plus peur de balancer pique-pendre à quelqu'un en oubliant ne serait-ce que les codes les plus simples de la politesse. Pour faire le buzz sur les réseaux. C'est finalement plus important que dans les médias. Sachant, Julien, et je crois que vous avez bossé là-dessus, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus, Vincent Couronne, qu'avec l'arrivée annoncée massive de nouveaux députés Rassemblement National à l'Assemblée, il y a aussi des députés, des possiblement futurs députés qui sont quand même, qui ont des accointances avec le conspirationnisme assez élevées. Oui, alors, et puis il y a aussi des députés qui ont fait des déclarations antisémites qui ont été écartées, en tout cas dont l'investiture a été retirée. Il y a effectivement, bon, après je veux dire, c'est... Quand on a une vague de nouveaux députés inexpérimentés qui arrivent à l'Assemblée nationale, bon, il y a toujours des députés qui sont forcément inexpérimentés. C'est le propre même du renouvellement on peut être d'un Parlement. Mais pas conspirationniste. Voilà. Et alors après, spécifiquement sur la question du Rassemblement national, c'est vrai que, et je pense que Julien peut être plus facilement témoigner que moi sur ce sujet, mais côté Rassemblement national, il y a beaucoup de militants qui sont très sensibles aux théories complotistes et qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, soit à découvert, soit avec des comptes cachés, et que l'on va retrouver probablement à l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas que du côté du Rassemblement national, je pense qu'il faut le dire aussi. Ces candidatures, ces choix de candidats s'est fait extrêmement rapidement, et du coup on découvre que par-ci par-là, il y a des candidats qui n'ont à mon avis pas été validés très bien, ou en tout cas qui ont été validés pour leur engagement militant qui est très fort, mais qui derrière tiennent des propos assez lunaires sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas citer de nom, mais on a vu du côté de LFI des candidatures où il y avait des gens qui tapaient systématiquement sur des noms juifs pour dire en gros qu'il y a un complot. Donc effectivement là on rentre dans du complotisme assez sérieux. Julien, vous le disiez tout à l'heure, on a des règles très strictes dans les médias, sur la campagne. C'est l'heure des clips de campagne. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à ces discussions. On se retrouve pour le journal de 11h. À tout à l'heure.